Bonjour Monsieur Fabius, merci d'être là. Je vous en prie, installez-vous. Merci beaucoup d'être notre invité. Je ne parle jamais alors. Ah ben, on a hâte de vous entendre. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président du Conseil constitutionnel. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale représentée par Stéphane Vernet de Ouest France. Bonjour Stéphane. Bonjour Oriane, Laurent Fabius, bonjour. Bonjour. Laurent Fabius, on va évidemment parler de la Nuit du droit que vous avez organisée hier. Vous allez nous parler de cet événement, mais d'abord, on a envie de vous entendre sur la situation internationale, vous qui avez été ministre des Affaires étrangères, et sur la situation au Proche et au Moyen-Orient. Israël qui poursuit ses frappes sur Beyrouth et promet une riposte après la pluie de missiles sur son territoire, pluie de missiles iraniens il y a quelques jours. Est-ce que l'escalade est encore évitable, selon vous? Je le souhaite. Je suis très en phase avec ce que vient de dire M. Cambon, que j'ai entendu avant d'entrer dans ce studio. Oui, le mot d'ordre doit être « stop à l'escalade de la mort ». Bon, on est à quelques jours de triste anniversaire de l'attaque du Hamas contre Israël. Ensuite, la réplique israélienne, plus de 40 000 morts quand même. Le Hezbollah, la diffusion, maintenant l'Iran. Il faut éviter à tout prix, évidemment, cette escalade, d'autant que ce qu'on ne souligne pas assez, c'est que dans ces guerres, il y a désormais une confusion totale entre l'aspect militaire et l'aspect civil. Bon. Quand on regarde les dégâts humains qui sont faits, que ce soit au Liban, que ce soit à Gaza, que ce soit en Israël, c'est déjà terrible lorsque ça vise des militaires, mais là, c'est vraiment tous les civils. Et le drame, je dis des choses évidentes, c'est qu'au moment même où il faudrait que la communauté internationale, comme on dit, soit en capacité d'intervenir, il n'y a personne. Comment vous l'expliquez ? D'abord, il y a une dilution de la communauté internationale d'une manière générale. Ça pose d'immenses problèmes, c'est-à-dire le rôle de l'ONU, etc. Mais il y a aussi la proximité des élections américaines, peut-être en dira-t-on un mot. Il y a... j'ai suivi tout cela parce que vous faisiez allusion au fait que j'ai dirigé notre diplomatie pendant plusieurs années. Et notamment, j'étais un de ceux qui ont conclu l'accord sur le nucléaire iranien, vous vous rappelez, en 2015. Bon, cet accord n'était pas parfait, mais il évitait que l'Iran aille vers la bombe atomique. Et malheureusement, on l'a oublié, mais je veux le rappeler, c'est le président Trump qui a sabordé l'accord. Et du coup, évidemment, il y a un entraînement qui fait que c'est terrible. Alors, bien sûr, quand on est raisonnable comme nous le sommes, on dit mais ça n'a pas de sens d'entrer dans la guerre, les uns, les autres. Bon, oui, mais les guerres, il y a un aspect rationnel et un aspect qui n'est pas rationnel. Parce que une attaque entraîne une contre-attaque, etc. Et donc c'est l'immense crainte. Déjà, il y a eu des dégâts immenses, mais il peut y en avoir d'autres. La voix de la France est-elle audible dans ce conflit? Est-ce qu'elle peut apporter quelque chose? Est-ce qu'il y a encore une possibilité d'intervenir de manière diplomatique pour ramener les belligérants à la raison? Je pense qu'on le fait. Je ne veux pas trop m'engager, et même pas du tout, dans des appréciations politiques. Vous savez que ma fonction actuelle de président du Conseil constitutionnel me l'interdit. Mais c'est vrai qu'à la fois il y a des efforts qui sont faits, bien sûr, mais à elle seule, la France n'est pas en situation, on pourrait dire malheureusement, de renverser la table et de faire en sorte, je répète le mot d'ordre, stop à l'escalade de la mort. Mais qui est encore en situation? Est-ce qu'aujourd'hui les États-Unis sont encore en situation de mettre des lignes rouges? C'est la plus grande puissance. Maintenant, nous sommes à 5 petites semaines de l'élection américaine. Et donc, il n'y a pas besoin d'être un grand analyste pour comprendre que ce n'est pas à ce moment-là que les États-Unis vont rentrer dans une guerre au sens classique. Et j'imagine qu'un certain nombre des belligérants, entre guillemets, en profitent. Vous êtes inquiet des conséquences que pourrait avoir le résultat de cette élection américaine? Bien sûr. Très inquiet. Hier, justement, un de nos intervenants à la Nuit du droit au Conseil constitutionnel était John Kerry, qui est un vieil ami et qui a été, avec moi d'ailleurs, secrétaire d'État américain, et on a travaillé ensemble en particulier sur la question du climat. Mais il y a énormément de choses qui vont dépendre de cette élection américaine. Il n'y a pas besoin de... oui, certainement,
pour une grande part ce qui se passe en Ukraine et en Russie, les évolutions au Proche et au Moyen-Orient, et, je ne sais pas si on en dira un mot, la question climatique. On va en dire un mot. On va en dire un mot de la question climatique, mais on peut en dire un mot. Oui, tout de suite, l'élection américaine est une élection décisive. Cette année, je ne sais pas, oui, vous le savez bien sûr, on a une année particulière puisqu'il y a plus de 75 élections majeures dans le monde sur 200 pays. Donc, c'est vraiment une année électorale. Mais j'allais dire la mère des élections, d'une certaine manière, enfin l'une des plus importantes, c'est l'élection américaine. Et évidemment, l'issue pour les États-Unis et compte tenu du rôle des États-Unis pour le reste du monde, ne sera pas la même selon que Mme Harris l'emporte ou M. Trump. On va en dire un mot de la question climatique. C'est un sujet qui vous tient à cœur. Vous avez présidé, on le rappelle, la COP 21. D'abord, sur le plan international, la COP 21, elle a encore un avenir. Aujourd'hui, vous êtes inquiet de l'avenir de la trajectoire que vous avez fixée. La COP 21, c'est-à-dire l'accord de Paris, c'est le grand accord mondial sur le climat. Et j'ai eu la chance, l'honneur de la préparer et de la présider. Et maintenant, c'est ce qui sert de cadre à toute l'action contre le dérèglement climatique. Mais c'est vrai que... et tout est dans l'accord de Paris. Et il faudrait l'appliquer. Mais le problème, c'est l'application. Je ferai une distinction. Si on a réussi l'accord de Paris, c'est par la conjonction entre trois planètes, si je puis dire. La planète scientifique. Les scientifiques, les techniciens, etc., ont fait, au moment de l'accord de Paris, et depuis, de grands progrès. Et ça, c'est très important, parce qu'on a besoin de technologies nouvelles, moins chères, etc., pour lutter contre le dérèglement climatique. Donc je dirais que sur le plan scientifique, il y a beaucoup de choses qui ont été faites à Paris et depuis Paris. Ce qu'on appelle la société civile, c'est-à-dire les villes, les régions, les entreprises, les associations, il y a eu beaucoup de travail fait, notamment pour les entreprises, mais pas tous les secteurs. En particulier dans le secteur pétrole, charbon, gaz, il y a encore d'énormes progrès à faire. Mais là où le bas blesse le plus, c'est au niveau des gouvernements. Au moment de Paris, on était arrivé à ce qui est un accord entre les très grands, Obama, le président Xi Jinping du côté chinois, nous-mêmes. Mais le contexte international n'était pas le même. Aujourd'hui, chacun se dispute par rapport à l'autre. Et donc, il y a un recul, et je suis inquiet, je dois le dire. Nous en parlons souvent avec John Kerry, avec d'autres collègues. Nous avons dans quelques semaines une COP, la COP 29 à Bakou, en Azerbaïdjan. Et malheureusement, ça ne se présente pas bien. Pas bien du tout. Il faudrait, dans cette COP de Bakou, fixer, parce que la finance est tout à fait déterminante, les masses financières que les pays riches doivent accorder aux pays pauvres pour lutter contre le dérèglement climatique. Et ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. On n'est pas d'accord ni sur qui va payer, ni sur le montant, ni sur qui va toucher l'argent. Et c'est pas faire injure à l'Azerbaïdjan de dire que sa capacité diplomatique n'est pas... Donc vous craignez que la COP29 n'aboutisse pas? Je crains que ça n'aboutisse pas. Derrière, mais ça prend encore un an, on a heureusement le Brésil, qui lui est une puissance d'une autre dimension, avec un engagement certainement du président Lula, mais ne soyons pas défaitistes. Il faut tout faire pour que, déjà, à Bakou, on puisse avancer. Vous parlez du poids des gouvernements et de l'importance des gouvernements. Quand vous entendez Michel Barnier faire de la réduction de la dette écologique sa priorité, vous dites c'est un bon signal? Vous avez peur que les mots ne suivent pas? Michel Barnier, depuis très longtemps, est sensible à ces questions. Il rappelle souvent qu'il a été le premier ministre de l'Environnement en France. Oui, tout à fait. Alors maintenant, sur l'action actuelle qui sera menée ou pas menée, ça... c'est le silence du président du Conseil constitutionnel. Mais mon souhait... Mais vous avez été sensible à ces mots? Je suis sensible, oui, mais je vois où vous voulez m'emmener. Non, je sais que c'est une préoccupation, c'est objectivement une préoccupation majeure, c'est l'avenir, pas seulement de nos enfants, on dit nos enfants, mais nous. Et c'est une course de vitesse. Parce que même si les choses, même s'il y a des progrès qui sont faits, le problème, c'est qu'on continue à émettre des gaz à effet de serre beaucoup trop. Et donc, c'est vraiment un des défis majeurs.
C'est un des combats de ma vie et je souhaite vraiment qu'on avance. La France, bien sûr, mais l'ensemble des autres pays. Et vous l'avez dit, il était question du climat hier à la Nuit du Droit. On va justement parler de cette Nuit du Droit, Stéphane. Oui, c'était la 8e édition de la Nuit du Droit hier. Il y a plus de 200 événements sur l'ensemble de la France organisés simultanément. Est-ce que c'est un... Quel est l'objectif de l'événement? Est-ce qu'il atteint son but? Écoutez, moi j'ai créé cela, enfin nous avons créé cela il y a 7-8 ans. Et l'idée, elle était toute simple au fond, c'est de faire connaître le droit et les métiers du droit. Pourquoi? Parce que le droit, dans nos vies, c'est très important. Lorsque vous louez une chambre, un appartement, il y a un aspect commercial, un aspect de droit. Lorsque vous êtes embauché ou lorsque vous avez un problème, il y a un aspect de droit. Enfin, le droit, il est partout. Et nos concitoyens ne sont pas des spécialistes du droit. Donc, l'idée, c'est de les sensibiliser au métier du droit. Et donc, au départ, on a lancé ça, Conseil constitutionnel. Et puis aujourd'hui, vous avez cité le chiffre, hier, il y avait 220 manifestations dans toute la France. Et donc, je remerciais les initiateurs. Alors, les initiateurs, c'est qui? C'est les tribunaux, que ce soit judiciaires ou administratifs, les chambres de commerce, les mairies, les académies, les universités et tout le monde. Et ça a beaucoup de succès sur tous les thèmes. J'ai regardé la liste des thèmes. Alors, il y a, au Sénat, on a fait les choses, à l'Assemblée aussi, mais dans telle ville, c'est le droit et le sport. Dans une autre ville, c'est le procès de Val-de-Mort. Dans un autre endroit, c'est un film qu'on diffuse et après, une conversation autour du film. Et je pense que ça aide, ce qui est très important, et vous y contribuez, vous aussi, en tant que chaîne, à armer le citoyen. Et le citoyen doit être doit être capable de savoir quels sont ses droits. Alors vous l'organisez dans la nuit du 3 au 4 octobre, parce qu'aujourd'hui, vendredi 4 octobre 2024, c'est le 66e anniversaire de la Ve République et de sa fameuse Constitution. Oui. Qui est si robuste qu'elle a permis à cette République de durer beaucoup. On approche le record de la Troisième République, puisque voilà. Cette Constitution est très robuste et pourtant elle est très contestée aujourd'hui. Oui, mais je pense qu'il y a une certaine confusion. Bon, moi je suis, l'institution que je préside, c'est elle qui est chargée de veiller au respect de la Constitution. Et je regarde rétrospectivement ce qui a été fait. Vous avez raison de dire que maintenant, c'est celle qui a duré le plus longtemps. Et je pense que la stabilité, c'est une vertu, parce que ça évite quand même les charivaris qu'on a connus dans d'autres périodes de nos républiques. Mais c'est une stabilité, j'emploie ce terme, c'est une stabilité adaptative. C'est-à-dire qu'on l'a déjà révisée quand même 25 fois. Bon. Et il y a sans doute d'autres révisions qui seraient nécessaires. Et donc c'est un atout. Mais ce qui est critiqué, à mon avis, c'est peut-être moins la Constitution que certaines pratiques institutionnelles ou certaines politiques suivies. C'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire ? Il suffit d'ouvrir un journal ou, j'imagine, d'écouter vos antennes. Est-ce que l'équilibre entre l'exécutif et le législatif est ce qu'il faut? Est-ce qu'il y a ou non une personnalisation du pouvoir? Est-ce que la décentralisation est suffisante? Est-ce que la politique suivie dans tel ou tel domaine est ce qu'il faudrait? Bon, mais ça ne remet pas en cause la Constitution. Étymologiquement, la Constitution, c'est ce qui nous tient ensemble. Et moi, je pense que, si on explique bien les choses, les gens aujourd'hui sont un peu perdus. Bon, les repères traditionnels, c'est une évidence de le dire, ont explosé. Et donc, il est très important qu'il y ait des éléments qui définissent ce que les Français ont à faire ensemble. Ça s'appelle la Constitution, qui est une loi supérieure aux lois. C'est ça que souvent on a du mal à comprendre. Bon, avant qu'il y ait la Ve République, la loi pouvait tout faire. Il n'y avait pas de limite. Et puis, dans la Constitution de la Ve République, comme c'est le cas dans les démocraties avancées, on a dit la loi, oui, elle est faite par les parlementaires, bien sûr. Mais il y a une loi des lois. Au-dessus de la loi, c'est la Constitution. Alors on peut réviser la Constitution, mais tant qu'on ne l'a pas révisée, il faut que la loi soit conforme à la Constitution et il faut bien qu'il y ait des personnes qui vérifient si, oui ou non, la loi est conforme à la Constitution. Ça s'appelle le Conseil constitutionnel. Le thème hier de votre Nuit du Droit, c'était la démocratie et le droit. Et vous avez eu cette phrase, l'état de droit est la condition de la démocratie. Il y avait besoin de le rappeler ?
Vous suivez l'actualité. C'est pour ça que je vous pose la question. C'était une réponse à Bruno Retailleau? Non, j'évite, j'ai passé l'âge, comme dit l'autre, de m'engager dans des là, c'était quand même clair. Personnelles, mais je ne déteste pas être clair. Ça fait très longtemps, d'ailleurs, de dire que je dis, si vous suivez attentivement, c'est certainement le cas, les rares fois où je m'exprime, je fais la distinction qui doit être rappelée entre, et c'est pas du sophisme, entre l'état de droit et l'état du droit. Restons un instant sur ce concept. L'état du droit, c'est simplement les lois. Bon, alors l'état du droit, on peut le changer. Si l'Assemblée et le Sénat décident de modifier telle ou telle loi, il y a une modification de l'état du droit. Mais l'état de droit, c'est autre chose. L'état de droit, c'est les grands principes qui ne doivent pas être touchés, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice, les grandes libertés, ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Et ça, c'est ce qui définit la démocratie. Donc, état de droit, ça, c'est vraiment la démocratie, la République. État du droit dépend, bien sûr, de ce que votent les assemblées, et il doit s'inscrire, l'état du droit, dans le respect de l'état de droit. C'est ce qu'on apprend en général dans les études juridiques. Oui, il n'a pas bien suivi ses cours. Ah non, mais je ne personnalise pas. Non, mais est-ce que vous dites quoi? Il a fait une erreur sémantique ou est-ce que pour vous, il a voulu aller plus loin? Non, moi, je ne me lance pas dans des appréciations, c'est pas du tout mon rôle, sur telle ou telle action politique, telle ou telle personnalité. Non, c'est pas du tout mon rôle. Vous avez quand même bien tapé du poing sur la table hier. Oui, mais la table est restée assez stable. Non, mais de temps en temps, il y a des choses qu'il faut rappeler, tout en étant parfaitement respectueux du rôle des uns et des autres. Les membres du Conseil constitutionnel ne sont pas des ministres, ne sont pas des parlementaires, mais ils sont les garants du respect de la Constitution. Alors précisément, il y a eu un rétropédalage du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui est revenu un peu sur ses déclarations qui ont été interprétées quand il dit que l'état de droit n'est pas sacré. Il est revenu là-dessus. Par contre, vous avez hier 170 parlementaires les Républicains qui sont allés dans son sens, qui lui ont apporté leur soutien dans une tribune, et on a quand même l'impression d'être dans un moment où il y aurait une volonté de s'affranchir précisément d'un certain nombre de dispositions de la Constitution, de faire en sorte qu'elle ne soit plus la loi au-dessus des lois et d'en revenir à l'état que vous évoquiez précédemment. Ça, je ne sais pas, je n'ai pas pris connaissance de cette tribune, mais je veux dire, si ce sont des parlementaires, les parlementaires savent bien qu'ils votent les lois, ils sont élus pour ça. Bon, ils peuvent modifier les lois, mais c'est à l'intérieur du cadre constitutionnel. Il faut ajouter qu'on peut réviser la Constitution. Mais, je l'ai dit très souvent, je le redis à l'occasion, pour réviser la Constitution, il faut utiliser les formes qui permettent de réviser la Constitution. Ça s'appelle l'article 89 de la Constitution. Si vous avez le petit bouquin sur la Constitution, vous verrez que l'article 89, qui définit la révision de la Constitution, dit qu'on peut réviser la Constitution, mais il faut l'accord de ces parlementaires, justement. On ne peut pas le faire autrement, voilà. Il y a quand même une volonté de trouver des biais, par exemple autour d'un référendum sur l'immigration. L'article 11 ne dispose pas qu'on puisse utiliser un référendum pour ce type de sujet, c'est ce que vous dites. Non, c'est pas ce que je dis, c'est ce qui est écrit dans la Constitution, bien sûr. Oui. Mais on sent bien qu'il y a quand même une espèce de volonté de mettre un peu de pression sur le Conseil constitutionnel, peut-être sur vous en particulier. Oui, mais nous sommes insensibles à la pression. C'est ça l'avantage, si je puis dire, de nommer au Conseil constitutionnel. C'est pas le commandement, mais des gens qui ont... Alors on nous appelle les sages, je ne sais pas si nous sommes sages, j'espère. Enfin, en tout cas, nous avons une certaine expérience des choses. Et nous sommes totalement indépendants. Et nous sommes là, non pas pour inventer je ne sais quel élément, mais pour rappeler les règles. Pour rappeler les règles, vous avez dit parfaitement exact, que l'article, le fameux article 11, dit voilà les points sur lesquels il peut y avoir des référendums directs. Alors il dit ça peut porter sur la politique économique, sociale, environnementale de la France, il peut y avoir des intersections, si je puis dire, entre certaines dispositions d'immigration et ce que je viens de dire, mais la politique de l'immigration, globalement, elle n'est pas dans l'article 11. Et donc, si on veut modifier le contenu de cet article 11, il faudra réviser la Constitution. Et d'ailleurs,
la personnalité dont vous parliez tout à l'heure le sait et je crois l'a dit. Mais donc ça veut dire que ceux qui promettent un référendum sur l'immigration c'est possible après avoir révisé la Constitution sur ce point. Donc ça va être très long. Oui, mais il faut l'accord à ce moment-là des parlementaires, etc. Et ça ne me paraît pas acquis. Vous savez, la Constitution, elle est assez bien faite. Hein, et en particulier, le temps a évolué, mais quand on se réclame du général de Gaulle, il faut voir ce qu'il a écrit dans la Constitution, quand même. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ils sont plus fidèles. Il est plus fidèle, en l'occurrence, à la ligne gaulliste. Je reste dans mon rôle. Stéphane. Vous êtes revenu hier sur un sujet qui vous préoccupe depuis des années et auquel vous essayez de trouver un remède, c'est le malaise démocratique dont souffre la France. Dans votre allocution hier à la Nuit du droit, vous avez rappelé qu'il y avait un sentiment qui se développait en France chez les citoyens de ne pas être assez écoutés et représentés. Oui. Est-ce que la dissolution ratée du mois de juillet n'a pas mis un coup d'accélérateur à ce sentiment-là? Alors, ce que j'ai appelé le malaise démocratique, je crois qu'il existe depuis assez longtemps. Et c'est une expression que j'avais utilisée, c'est pas moi qui l'ai forgée, mais enfin, il faut trouver une expression. Il y a déjà plusieurs années. Alors, il y a des manifestations de cela. Bon, on a, pendant beaucoup d'élections, c'était de l'abstention. Bon, c'est une forme de malaise démocratique. La dernière fois, il n'y a pas eu beaucoup d'abstention. Une forte participation. Bon, il y a le fait que, par exemple, on a du mal à trouver des candidats aux élections, ou aux élections locales, souvent. Il y a le fait, bien connu, c'est malheureux, mais c'est comme ça, qu'il y a une distance entre la population et certaines institutions, certains élus. Lorsqu'on demande aux gens qu'est-ce que vous pensez en général des élus, malheureusement, les résultats ne sont pas fameux. Alors, c'est vrai que depuis quelques mois, et compte tenu de ce qui s'est passé dans l'actualité politique, alors même qu'il y a eu beaucoup de votes, on entend aujourd'hui, et vous l'entendez sûrement plus que moi en tant que journaliste, des gens dire « Ah, ben alors on a voté dans un sens, mais voilà ce qui se passe dans l'autre sens, etc. » Et donc, il faut être bien conscient de ce malaise-là, et je pense que l'effort qu'il faut faire, tout le monde, pour que la démocratie vraiment fonctionne comme il faut, c'est de remédier aux causes de ce malaise. Alors, c'est facile à dire, voilà quels sont les chapitres. C'est pas facile à remplir les chapitres parce que c'est lié à la situation personnelle, aux questions de pouvoir d'achat, à la question de l'égalité des chances, à toute une série de questions comme ça. Mais ça veut dire ce malaise, il existe quand même. Ça veut dire que la dissolution et les choix politiques qui ont été faits derrière, ils ont accru ce malaise démocratique ? J'en sais rien, mais j'ai utilisé un terme que certains de vos collègues de la presse ont repris, qui est, bon, c'est un peu jargonneux, la multicohabitation. Ça veut dire quoi? On a une situation qui est sans précédent, hein, et il faut honnêtement la constater. Dans le passé, quand vous regardez l'histoire de la Ve République, on a eu soit des majorités qui coïncidaient avec le pouvoir exécutif, des majorités parlementaires. Bon. La plupart du temps, soit des majorités parlementaires, majorité à l'Assemblée nationale, qui étaient le contraire de l'orientation du président. On a appelé ça la cohabitation. Mais là, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que, d'abord, tout le monde reconnaît qu'il n'y a pas de majorité évidente. Il y a des rapports qui sont eux-mêmes... Bon, donc on pourrait dire que c'est la cohabitation entre le président de la République et le Premier ministre. Mais c'est plus compliqué que ça. Parce que au sein même du gouvernement, il y a des équilibres assez différents. Il y a une certaine cohabitation, semble-t-il. Au sein même des différents partis, il y a un certain nombre de divisions. Donc, ce terme imparfait de multicohabitation veut dire qu'on a une situation nouvelle, sans précédent, et donc il faut que ceux qui sont chargés de cela essayent de régler les problèmes du pays avec cette situation, ce qui n'est pas facile. C'est d'autant plus complexe que dans les problèmes du pays, il y a la situation financière de la France. Bien sûr. Alors vous avez été ministre délégué du budget au début des années 80, 20 ans plus tard vous avez été ministre de l'économie et des finances. Quand vous regardez, est-ce que par exemple, quand vous entendez Michel Barnier dire que la situation financière de la France est très grave, est-ce qu'il a raison? Vous avez la même analyse? Oui, la situation est très difficile. Nous en sommes saisis d'une certaine manière en tant que Conseil constitutionnel, puisque vous savez qu'en général,
toujours, lorsque le budget est voté, il nous est déféré. Et en même temps qu'il nous est déféré, nous sommes saisis de l'avis du Haut Conseil des finances publiques. Alors, la question n'est pas qu'est-ce que Laurent Fabius pense de la politique économique. Nous, je reviens au rôle du Conseil constitutionnel, nous examinons deux choses. Nous examinons même trois choses. Premièrement, si il y a une sincérité des chiffres, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une volonté de mensonge ou pas. Bon. Deuxièmement, nous examinons si le débat parlementaire a été clair et sincère. Et troisièmement, nous examinons, si nous en sommes saisis, toute une série d'articles pour voir si ils sont votés conformément à la Constitution. Est-ce que l'égalité devant l'impôt est respectée, par exemple? Est-ce que la spécificité des collectivités locales est respectée? Donc c'est sous cet angle juridique que nous examinons le budget. Maintenant, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour voir que la situation des finances publiques, de l'aveu de tout le monde d'ailleurs, sauf que la situation des finances publiques est très difficile. On l'a appris il y a ces derniers mois que la situation des finances publiques ne correspondait pas à ce qui avait été annoncé par Bercy dans le précédent budget. Est-ce que du coup vous avez eu des doutes sur la sincérité de ce budget? Alors oui, c'est une question effectivement qui s'est posée, mais là nous allons être saisis du budget. Bon, et donc la question que nous devrons nous poser, c'est est-ce que ce nouveau, entre guillemets, budget, les chiffres qu'il contient, sont ou non sincères? Est-ce qu'il y a une volonté de mensonge? C'est pas ce qui est soutenu aujourd'hui par les uns et par les autres. La critique, quand elle existe, dit mais ce sont des chiffres énormes. Mais peu de gens disent... Non, mais sur le budget précédent, c'est ce qui a été soutenu, que les chiffres annoncés dans le budget ne correspondaient pas à la réalité financière. Le budget de l'année dernière? Oui. Oui, mais nous n'avions pas annulé le budget. Bon, vous avez rappelé, moi j'ai été ministre des Finances parmi beaucoup d'autres ministères, et c'est vrai que c'est assez difficile de faire une prévision à 0,2 points près. Quand on vous dit la croissance va être de 1%, oui, 1%, mais ça peut être 0,8 ou 1,2. Donc, la sincérité, au sens de notre jurisprudence, l'insincérité serait la volonté de mentir. Bon. Et vous n'avez pas senti cette... Pour le budget de l'année dernière, je crois me rappeler que nous avons dit, bon, il y a des incertitudes sur les chiffres, mais il n'y a pas la volonté de mentir. L'année dernière. C'est-à-dire que vous allez être attentif cette année? Oui, mais le problème ne se pose pas de la même manière, puisque cette année, aujourd'hui, ce qui est dit dans ce que je lis, ça n'est pas les chiffres sont mensongers, c'est les chiffres sont énormes, c'est pas la même chose. Qu'est-ce qui se passe si le Conseil constitutionnel retoque le budget? Il n'y a pas de budget. Et s'il n'y a pas de budget, il se passe quoi? Oh là là. Bon. Donc, les parlementaires, bien sûr, et le gouvernement savent que le budget, en général, fait l'objet d'une saisine. J'imagine qu'ils vont faire effort pour qu'on ne se trouve pas dans cette situation. Mais la situation est compliquée. La situation est compliquée. À vrai dire, je vais vous amuser, si on peut dire, dans ce domaine, il y a une fois, c'était en 79, je crois, où la première partie du budget a été annulée. Et la personne le parlementaire qui avait déféré le budget au Conseil constitutionnel, c'était un certain Laurent Fabius. Il y a juste une question, puisque vous dites parmi les critères... J'ai découvert ça dans les annales. Oui. Parmi les critères, vous dites qu'il y a le temps que le Parlement puisse débattre sereinement de ce budget. Oui, c'est clarté et sincérité du débat. Là, il a été présenté plus tard que prévu. On a entendu des parlementaires se plaindre de ne pas avoir les documents nécessaires. Est-ce que du coup, vous allez être particulièrement attentif à ça? Et est-ce que vous avez des doutes sur ce point? Il y a des règles, vous savez, c'est la fameuse règle des 70 jours. Vous regarderez attentivement, vous réviserez vos cours de finances publiques, l'article 47 de la Constitution, etc. Bon, le gouvernement sait parfaitement ça, les parlementaires aussi. Donc pas d'inquiétude là-dessus. Oui, non, mais le problème principal qui existe, je mets un instant de déraison à la place de tous ceux qui ont des décisions à prendre, qu'ils soient ministres ou parlementaires, c'est que la situation des finances publiques, bon, elle est très difficile.
Donc il faut trouver des solutions. Et les solutions, elles sont elles-mêmes difficiles. Le budget qui repassera encore par un 49.3, c'est ce qu'a laissé entendre hier soir Michel Barnier, c'est préoccupant pour vous? J'ai pas écouté le Premier ministre. Le 49.3, c'est un grand débat. Il dit de toute façon, j'ai pas de majorité. C'est un grand débat. Il est dans la Constitution. Maintenant, ce qui me frappe, si vous voulez, je vais peut-être donner une autre vision. Vous savez peut-être que une fois par trimestre, nous tenons nos audiences en région. La prochaine fois, nous allons le faire à Rennes, d'ailleurs. C'est très intéressant. C'est-à-dire qu'au lieu de siéger à Paris, on va dans une région, en général une capitale régionale, et on tient notre audience. Et donc, la presse est là, les avocats sont là, les magistrats sont là. Et on examine 2 questions prioritaires de constitutionnalité. Et je reviens moi-même la semaine suivante pour expliquer la décision qu'on a prise. Et en même temps que nous allons en région, le matin, en général, nous allons dans un lycée. Alors, 9 membres, nous répartissons dans les lycées. Et à plusieurs reprises, je suis allé dans des lycées et la première question des jeunes gens ou jeunes filles, c'était « Monsieur Fabius, que pensez-vous du 49.3 » Alors, je me suis dit, bon, 49.3 peut poser des problèmes, mais voilà que les jeunes Français deviennent des spécialistes de la Constitution. Une dernière question plus personnelle pour terminer, Stéphane. Oui, vous quitterez la présidence du Conseil constitutionnel en mars prochain. Quel est l'après pour vous? Je reviendrai avec plaisir vous en parler. J'ai lu que vous aviez l'intention d'entrer à l'Académie française. Non, il y a des personnes extrêmement aimables, gentilles, élogieuses, qui ont envisagé cela pour moi. Mais je n'ai pas été candidat. Non, écoutez, ce que je ferai... il est probable que je m'intéresserai de nouveau aux questions climatiques, d'une autre façon, sans doute. La voie classique, c'est souvent de faire de l'enseignement, de faire des conférences, etc. Et puis, je dois vous dire que je suis un grand adepte de la peinture. Vous viendrez nous en parler, avec plaisir. Merci Laurent Fabius, merci. Je précise qu'on suivra la Nuit du droit ce soir à 11h30 sur notre antenne ce matin. Oui. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous.